Sœur Mélanie est entrée au couvent parce qu'elle s'est crue appelée par Jésus. En fait, ses parents, sa mère surtout, l'ont un peu poussée à entrer dans les ordres. Ils ont déjà marié leurs 4 filles aînées et ils sont un peu gênés pour doter leur petite dernière. Et puis elle n'est pas très jolie, avec son pied beau. Le Seigneur s'en contentera plus facilement qu'un autre. Mais la route de sœur Mélanie, religieuse malgré elle, va croiser celle d'un abbé trop séduisant. Au centre de Tripostale de Montauban, en cette nuit d'avril 1943, en pleine guerre, des hommes s'activent, comme toutes les nuits, pour acheminer les lettres vers leur destinataire. Philippe Vigoux pousse soudain un cri étouffé. « Ah, les salauds! Tiens, encore une !» Il brandit une enveloppe modeste. L'adresse qui y figure est inscrite d'une écriture appliquée, un peu enfantine. Elle a de toute évidence été tracée avec un stylographe, et l'encre est d'un violet très pâle. Au cri de Philippe Vigoux, son collègue Sébastien Moureux s'approche. « Fais voir !» Il saisit l'enveloppe, déchiffre l'adresse. À monsieur l'officier commandant la commandanture des forces d'occupation, 43, Faubourg Léon Cladel, Montauban, Tarn-et-Garonne. Sébastien tourne l'enveloppe, mais aucune adresse ne figure au dos de l'enveloppe. Voyons un peu ce qu'elle raconte, celle-là. D'un doigt nerveux, il ouvre l'enveloppe. C'est grave ce qu'il fait. Viol de correspondance. Mais on est en pleine guerre, et les Français sont malheureusement, on le saura plus tard, des sortes de champions européens de la lettre anonyme. Sébastien commence à lire à mi-voix. « Monsieur, c'est avec beaucoup de regret que je prends ma plume pour vous signaler les activités de mauvais Français qui travaillent en secret avec les Anglais dans un réseau de terroristes contrairement au désir de notre bien-aimé maréchal, le sauveur de la France. Ces hommes, particulièrement dangereux et armés, sont les suivants. Philippe Vigoux, actuellement employé des postes au centre de Montauban. Hervé Lédouis, agriculteur de la commune d'Albiaz. » Et la liste continue, alignant une douzaine de noms différents. Vigoux, en entendant son nom, s'est assis. Il est pâle, malgré son teint hâlé d'homme du sud-ouest. Eh ben, dis donc, le saligo. Heureusement que tu as remarqué l'adresse. On peut dire que j'ai eu chaud aux fesses. Et en plus, ce traître est drôlement bien renseigné. Sébastien approuve et ajoute « Faut vraiment renforcer la surveillance du courrier. Encore heureux que cette dénonciation n'ait pas été glissée directement dans la boîte de la commandanture. Le problème, c'est que cette ordure va s'attendre à voir sa dénonciation suivie des faits. Ça doit être quelqu'un qui me connaît bien. Peut-être un gars du réseau. Si rien ne se passe, il va certainement renouveler sa dénonciation. Ah, si je tenais ce fumier !» Le lendemain, les 2 hommes qui ont emporté la lettre se retrouvent chez Philippe pour examiner de plus près cette sinistre pièce à conviction. Peut-être qu'un détail qui leur a échappé pourrait permettre l'identification du traître, mais rien. Le papier est modeste, quadrillé, l'écriture enfantine mais sans faute d'orthographe laisse présager qu'il s'agit de quelqu'un qui a poursuivi ses études au moins jusqu'au certificat. Aucune odeur particulière sur le papier. Comment retrouver ce salaud ? Ben, je ne vois qu'une manière, mais qui risque de prendre beaucoup de temps, en admettant même qu'elle réussisse. Tout d'abord intercepter les prochaines lettres de cette pourriture et déposer des échantillons de son écriture chez Samson et chez Madeleine. Des libraires que nous connaissons ? Oui. La lettre a été postée à Villebourdon. C'est notre seule chance. Si le dénonciateur a besoin un jour d'acheter un stylo ou une plume, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent chez eux. Et à quoi ils le reconnaîtront ? Eh bien, nous allons leur demander pour chaque client qui viendra acheter un stylo de s'arranger pour obtenir une ligne d'écriture. Ils n'auront qu'à prétexter un essai. Ben, si on y arrive, on aura une veine de cocu, si tu as mieux proposé. Dès le lendemain, Samson et Madeleine, les libraires affiliés au réseau de résistance Honneur de la France, sont mis au courant de leur mission de longue haleine. On leur confie une ligne découpée dans la lettre de dénonciation, une ligne sans importance et pas compromettante. Les jours et les semaines passent. De temps en temps, Philippe, Sébastien ou un autre du réseau PTT poussent le même cri de rage et en même temps de satisfaction. Encore une. Décidément, quel salaud. Il veut notre peau. Toujours la même écriture, la même encre violette un peu pâle, le même papier quadrillé. Mais les noms diffèrent. Décidément, ce dénonciateur est du genre dangereux et bien renseigné. Un soir, on sonne chez Philippe. Il est contrarié parce qu'il est occupé avec Sébastien à confectionner des tampons de caoutchouc pour fabriquer de faux papiers. Mais il jette un regard à travers les volets. C'est Madeleine. Elle a l'air seule. Une fois la porte ouverte, Madeleine, une petite bonne femme à l'air décidée, entre et annonce « Ça y est, nous avons réussi. Le corbeau est venu chez moi pour acheter un stylo. Alors, comme d'habitude, j'ai proposé un essai d'écriture et voilà. Mis à part la couleur de l'encre et le papier, c'est bien ça. Tenez, regardez.
On reconnaît bien cette manière de barrer les T. Et regardez le J majuscule. Les deux hommes déchiffrent l'exemplaire d'écriture que tend Madeleine. Ils sont étonnés du texte. Jésus est ma seule joie, mon cœur est empli de son amour. Drôle de texte, sous la main d'un cochon de collaborateur. Et alors, qui c'est ce salopard? Tu l'as identifié? Madeleine s'est assise et tripote son sac à main. Les gars, vous n'allez pas me croire. La personne qui a écrit ça, c'est une bonne sœur des Dames de Lorette. Qu'est-ce que tu racontes? Et je la connais. C'est sœur Mélanie. C'est celle qui fait office d'infirmière au couvent. Une petite nonnette bien sympathique. Du coup, Philippe et Sébastien vont chercher dans une cage secrète les enveloppes des lettres de dénonciation pour comparer. Mais pas de doute, c'est la même écriture. Tout coïncide, la hauteur des lettres, la rondeur des lettres. Bon, il faut qu'on mette la main dessus. Et le plus vite sera le mieux. Quelques jours plus tard, 2 autres résistants arrivés de Caussade quittent la maison de Philippe à la nuit tombée. Ils sont vêtus de longs manteaux sombres et coiffés de feutres sinistres. Les rares passants qui les aperçoivent croient reconnaître des flics en civil travaillant pour les Allemands. Les 2 résistants, pour plus de précaution, sont munis de faux papiers. Ces papiers confirmeraient, en cas de besoin, leur peu reluisante identité. « Bonjour, ma sœur. Nous aimerions rencontrer sœur Mélanie. » La sœur qui vient d'apparaître à la porte de la communauté des Dames de Lorette est tellement émue qu'elle regarde à peine les papiers des 2 hommes. Sœur Mélanie n'est pas là. Elle passe 2 jours dans sa famille, appuie celle-ci. À quelle adresse exactement? Munis de renseignements, les 2 faux policiers remontent dans leur voiture et prennent la direction depuis celle-ci. Ils y arrivent sans encombre et se rendent directement à la ferme des Lacaze. Là, une nouvelle déception les attend. La mère Lacaze, un peu raidie par l'émotion en identifiant ses interlocuteurs, leur dit « Ma fille est à Vêpres. Elle a fait quelque chose ?» Les 2 autres ne répondent même pas. Ils sont déjà en route vers l'église du village. Là, ils n'ont pas de mal à reconnaître sœur Mélanie, sa coiffe et son col blanc, son visage rond, encore enfantin. Elle parle avec le curé sur le seuil de l'église. « Sœur Mélanie, nous avons à vous parler en particulier. » Sœur Mélanie les suit en boitillant sous les platanes. Le curé, demeuré sur le seuil, essaie de comprendre, mais un regard des policiers lui fait comprendre aussi qu'il ferait mieux de rentrer dans sa sacristie et de s'occuper de ses burettes. « Sœur Mélanie, la commandante a reçu plusieurs courriers que vous avez eu la bonne idée de lui adresser. Nous les avons trouvés très intéressants et très documentés. Mais il y a un petit problème. Si nous arrêtons les terroristes que vous nous signalez, nous ne pourrons pas les garder longtemps. Vos lettres sont anonymes. Alors il faudrait que vous veniez avec nous pour identifier certains d'entre eux et signer votre déposition. » Sœur Mélanie continue de sourire, un sourire qui fait froid dans le dos de ses interlocuteurs, et elle ajoute tranquillement « Eh bien, je vous suis. Il faut faire les choses dans les règles. » Quelques instants plus tard, les 2 hommes et la nonne, traîtresse, sont dans la voiture. Ils évitent toute conversation et sœur Mélanie, qui a sorti son chapelet, en fait défiler les grains de verre entre ses doigts, le regard perdu sur l'horizon où le soleil décline. À la nuit noire, la voiture des policiers s'arrête devant une maison bourgeoise de la banlieue de Montauban. Un bâtiment de briques roses orné d'un perron. Tout autour, un parc, des cèdres centenaires. Dès que la voiture s'arrête devant le perron, les hommes qui sont prêts à l'intérieur ouvrent la porte. Les faux policiers introduisent sœur Mélanie dans un bureau. Au fond du bureau, écroulé sur le sol, un homme geint doucement, menotte au poing. Son visage est couvert de sang, sa chemise déchirée. « Ma sœur, reconnaissez-vous Armand Mestre, qui fait partie de la liste de terroristes que vous avez dénoncés ?» Sœur Mélanie s'approche. La lumière n'est pas très bonne, elle regarde Mestre sous le nez. « Ah oui, c'est lui, je le reconnais. Vous êtes prête à signer cette dénonciation ?»« Absolument. » Les faux policiers aimeraient insulter sœur Mélanie, la traiter de tous les noms les plus orduriers. Mais elle semble si calme, si convenable. Armand Mestre, le résistant torturé, s'est remis sur ses pieds. Tranquillement, il s'approche de la table et les 3 hommes contemplent la nonnette qui se demande ce qui se passe. « Vous êtes une collaboratrice? Vous trahissez votre pays? Vous? Une bonne sœur? Pourquoi ?» Sœur Mélanie les regarde soudain avec des yeux agrandis d'étonnement. « C'est mon secret, ne me demandez rien. » Après de longues minutes de silence, elle finit par dire à nouveau « C'est mon secret. Fusillez-moi si vous voulez, je le mérite, mais ne me demandez rien. » Ils ne parviendront pas à en tirer davantage jusqu'au moment où on l'enferme dans une cave épaisse sans la moindre ouverture sur l'extérieur. Elle semble soudain résignée et apathique. « Bon, c'est pas tout ça, les gars. On peut pas la garder là jusqu'à la libération. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a avoué.
On lui tire une balle dans la tête. Une bonne sœur? Oh ben tu parles d'un truc, je m'en ressens pas. Et si on demandait à un cureton de confiance? T'en vois un, toi? Faudrait consulter un évêque ou un cardinal. Bah t'as qu'à écrire au pape. Mais après tout, sœur Mélanie a peut-être une excuse. Est-elle victime d'un chantage? Agit-elle pour protéger des êtres chers? Pour l'instant, sœur Mélanie croupit dans son cul de basse-fosse. Elle ne se plaint pas. Tout son temps est consacré à égrener son chapelet. Elle semble bien certaine du sort qui l'attend. Ça y est, les gars, je tiens la clé du mystère de sœur Mélanie. C'est Samson, l'autre libraire ami, qui révèle ce qu'il a appris par un membre du maquis. Sœur Mélanie est entrée au couvent sans vocation bien particulière. Malgré ses prières quotidiennes, elle rêvait sans doute d'un amour plus charnel que celui de Jésus. Et c'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse de l'aumônier du couvent, l'abbé Micoulet, un bel homme qui a quelques succès mondains et qui fait parmer les bourgeoises. Micoulet, dès le début de la guerre, a pris contact avec les premiers maquisards, et il a rendu pas mal de services. Mais en même temps, il a recruté sœur Mélanie avec la bénédiction de la mère supérieure. Ça les a amenés à des déplacements communs, et ce que vous pensez est arrivé. Ils sont devenus amants et maîtresses. Oh, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église. Tout aurait pu continuer dans la discrétion, mais Micoulet, mis en confiance, s'est mis sur l'oreiller à raconter pas mal de choses à sœur Mélanie. Quel amateur! Mais enfin, c'est contraire aux règles les plus élémentaires. Et le plus grave, c'est que là-haut, dans le maquis de Puységur, il a fait la connaissance d'une certaine Rolande Fouillou, qui servait d'infirmière pour rafistoler les blessés. Ah, je la connais, c'est une belle brune, et qui n'a pas froid aux yeux. Ben, au reste non plus. Elle et Micoulet, ça a fonctionné au quart de tour. Alors du coup, sœur Mélanie a vu s'éloigner son bel aumônier, et c'est là qu'elle a craqué, et qu'elle a voulu se venger de Micoulet, de la Fouillou et de tout le maquis. Et elle a commencé à envoyer ses lettres anonymes. Philippe Vigou soupire. Et grâce à elle, j'aurais pu me retrouver déporté. Ben alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la mère supérieure qui a donné la réponse. Oh, je ne peux vous dire de la fusiller. Mais si vous décidez de le faire, j'enverrai quelqu'un pour la confesser. Ce qui fut fait. Ernest et Virginia Thompson forment un couple parfait. Tous leurs voisins et connaissances peuvent en témoigner. En ces années d'avant-guerre, à Derby, dans les Midlands britanniques, on ne saurait rien raconter à leur sujet. Ils sont mariés depuis 19 ans, n'ont pas d'enfants, ni de chiens, ni de chats. Il est démarcheur en assurance, elle confectionne du Yorkshire pudding et fait bouillir les légumes en parfaite maîtresse de maison. Pourtant, ce soir, les Thompson vont vivre leur instant crucial. Au club d'ornithologie de Derby, c'est le moment de la réunion hebdomadaire. On va préparer la sortie du week-end. Dans 3 jours, les membres des deux sexes vont partir dans la campagne pour observer à la jumelle, dessiner, photographier les oiseaux. Le téléphone sonne. Alison Bannister, la présidente, décroche et entend une voix masculine. « Pourrais-je parler à monsieur Ernest Thompson? Son épouse m'a dit que je le trouverai chez vous. » Ah, je suis désolé, nous l'attendons, mais il n'est pas encore arrivé. Puis-je lui transmettre un message? Pourriez-vous noter, je vous prie? Je suis William Parish, et j'aimerais que M. Thompson passe chez moi pour une assurance. Mon adresse est au 232 East Lily Drive. J'aurais aimé lui parler, mais puisqu'il n'est pas là, encore merci. Alison Bannister note soigneusement le message et le transmet à Ernest Thompson au moment où, quelques minutes plus tard, il arrive pour la réunion ornithologique. Ce nom de William Parish ne lui dit rien. Je vais essayer d'y passer demain. Vous savez où se trouve East Lily Drive? Pas vraiment, mais derrière le collège, je sais qu'il y a un Lily Circle. Ça doit être dans le même quartier. Le lendemain, vers 18h, Ernest Thompson rentre chez lui après une longue journée de démarchage dans différentes parties de la ville. Il ne possède pas de voiture et tous ses trajets doivent se faire par les moyens de transport en commun. Le tramway, les autobus, parfois un taxi, mais Ernest Thompson évite les taxis car on ne lui donne qu'une indemnité forfaitaire pour ses déplacements.
Le foyer de Thompson est une villa en briques alignée sur 20 autres villas, toutes semblables, dans un faubourg peuplé de petits bourgeois, employés, fonctionnaires, qui vivent tranquilles, en rêvant d'aller passer quelques jours chaque été à Brighton. Ernest, vous n'oubliez pas que vous devez aller prospecter un client ce soir, ce monsieur Parish, qui a appelé hier, et à qui j'ai indiqué que vous étiez parti au club ornithologique. Je me demande pourquoi il ne nous a pas donné directement ses coordonnées. Quel besoin de m'appeler au club? Il m'a dit qu'il voulait vous donner des détails de vive voix. En fait, il n'a rien donné du tout, sauf une adresse que je n'arrive pas à situer sur le plan. Personne ne connaît ce East Lily Drive. Vous verrez bien sur place. Il y a peut-être une petite erreur, à moins qu'Alison Bannister ait mal noté le message. Ernest Thompson hausse silencieusement les épaules. Le timbre de l'entrée retentit. « Virginia, il me semble qu'on vient de sonner à l'entrée. C'est le boucher, je lui ai demandé de me livrer à 18h30 un gigot de mouton pour dimanche. Vous n'avez pas oublié que nous recevons Émilie et Joseph. Comment oublierais-je une visite de votre chère sœur et de son passionnant époux? » Y a-t-il un peu d'ironie dans la réponse d'Ernest? Un peu d'agacement même. Ernest demande encore, « Pourquoi faut-il que vous nous serviez encore du mouton? Nous avons dû en manger au moins 30 fois depuis le début de l'année. Joseph adore ma recette. » Ces propos n'ont pas d'autre témoin qu'Ernest Thompson lui-même. Déjà, Virginia ouvre la porte, le garçon boucher tient le gigot de mouton commandé, enveloppé dans un linge. Virginia a préparé quelques shillings de pourboire. « Merci, Michael. Je passerai régler M. Carmichael demain matin. » Mais Virginia Thompson n'aura plus jamais l'occasion de régler ses dettes, ni de préparer le gigot de mouton et la sauce à la menthe qui l'accompagnent si bien. À 19h, Ernest Thompson quitte sa maison et se dirige vers l'arrêt du tramway qui va le conduire à l'autre bout de la ville, vers East Lily Drive. Une fois arrivé sur place, il consulte le plan de la ville qui ne quitte jamais sa serviette de cuir noir. Pas d'East Lily Drive. Pourrait-il s'agir d'une voie nouvelle? Ernest Thompson entre dans un pub tout proche. « Connaissez-vous East Lily Drive? Je n'arrive pas à situer cette rue dans le quartier. » Ni le patron du pub, ni la serveuse ne connaissent. Pourtant, ils sont nés dans le quartier. Il y a un West Lily Drive. Vous êtes certain de l'adresse? Ernest Thompson se rend au 232 West Lily Drive, mais la personne qui lui ouvre n'a aucun rapport avec un certain William Parish. « Avez-vous essayé Lily Crescent ?» Ernest essaye Lily Crescent, mais il n'y a pas de 232. Et puis il rencontre un employé des postes qui relève les boîtes à lettres. L'autre ne connaît pas d'East Lily Drive, mais il connaît une famille Parish. Alors ces Parish-là n'ont pas besoin d'assurance, et personne chez eux ne se prénomme William. Ernest reprend alors le tramway qui le ramène dans son quartier. Stephen, regardez un peu. Ernest Thompson semble avoir des problèmes. C'est Matilda Mulbridge, la voisine des Thompson, qui vient d'alerter son époux. Celui-ci jette un œil et aperçoit Ernest Thompson en tenue de ville, sa serviette noire à la main. Il est à l'arrière de sa maison et examine les fenêtres du premier étage en appelant « Virginia! Virginia, vous êtes là !» Stephen Mulbridge ouvre sa fenêtre. « Un problème, monsieur Thompson? Je n'arrive pas à rentrer chez moi. Je n'ai pas pris mes clés. Virginia devrait être là. Et tout est fermé. » En disant cela, Ernest Thompson manœuvre la poignée de la porte de la cuisine. Tiens, la porte s'ouvre maintenant. Ça fait 5 minutes que j'essaie en vain de rentrer. Merci beaucoup. Les Mulbridge referment leurs fenêtres et continuent par curiosité d'observer le jardin des Thompson vide à présent. Ah, pas pour longtemps. Ernest vient de réapparaître à la porte de la cuisine. Il se tourne vers les Mulbridge en faisant de grands gestes. « Un problème, monsieur Thompson? » Virginia est morte. On l'a assassinée. Les Mulbridge prennent l'air désolés. Stephen Mulbridge dit « Je vais appeler la police. » Matilda fait le tour par devant, pénètre dans le périmètre de la villa des Thompson, longe le petit chemin qui passe à côté de la maison et rejoint Ernest Thompson. Il est là, dans le jardin, sa serviette encore à la main. Matilda Mulbridge veut entrer dans la maison, mais Ernest l'arrête. « Chère madame, je ne crois pas que vous deviez entrer. C'est horrible. » « Vous n'avez rien entendu pendant mon absence ? » La police, une fois sur les lieux, ne peut que constater l'étendue du désastre, une vraie boucherie. L'officier de police Burns note, un autre prend des clichés de la scène.
La victime, Virginia Thompson, gît au milieu de la salle à manger. Elle a le crâne défoncé, apparemment à coups d'un instrument contondant qui semble avoir disparu. Auprès de la victime, une gabardine d'homme tachée de sang. Thompson reconnaît que la gabardine est la sienne, qu'elle lui appartient. Que fait-elle près du corps de son épouse? Mystère. Il n'y a aucun signe d'effraction. La victime n'a subi aucune violence sexuelle. Et une longue enquête commence. Tout d'abord, on interroge Alison Bannister, la présidente du club d'ornithologie. C'est elle qui a reçu ce mystérieux message qui a tenu Ernest Thompson éloigné de chez lui entre 19h et 20h45. Elle est formelle. Je suis certaine que la personne qui m'a dit se nommer William Parrish n'était pas Ernest Thompson, même si celui-ci avait cherché à déguiser sa voix. En tant qu'animatrice du club ornithologique, habituée à identifier les chants des oiseaux, je peux prétendre à une certaine oreille. La voix n'était pas celle de M. Thompson. L'inspecteur principal, Woodhouse, décide de s'intéresser à l'appel téléphonique. Il provenait d'une cabine publique et normalement celle-ci n'aurait pas dû être identifiée. Nous avons de la chance, inspecteur. Ce soir-là, il y a eu une embrouille sur le standard et les opératrices ont dû prendre le relais. Il y en a une qui a repéré l'appel pour le club ornithologique. Cet appel provenait de la cabine B43. Tenez, regardez sur le plan, le B43, c'est là. Clay Thompson habite là. Vous voyez, à peine un demi-mille de distance. Bizarre. Normalement, cet appel aurait dû provenir de East Lily Drive, ou du moins de l'autre bout de la ville. Mauvais point pour M. Thompson. Vous ne pensez pas que quelqu'un a voulu éloigner Thompson de chez lui pour assassiner Virginia? Pour quel mobile? L'inspecteur Woodhouse visualise les choses autrement. Supposons que Thompson, malgré les affirmations d'Alison Bannister, ait vraiment appelé le club ornithologique afin de se créer un alibi au moment du meurtre. Mais enfin, n'oubliez pas qu'à 18h30, le boucher a parlé avec la victime. Mais, selon ses propres dires, Thompson ne quitte son domicile qu'à 19h. Cela lui laisse amplement le temps pour commettre le meurtre. Et à 19h, il quitte son domicile propre comme un sous-neuf, sans émotion, sans la moindre trace de sang. Voilà le problème. Il quitte son domicile, se rend dans le quartier de Lily West Drive, se fait bien remarquer en cherchant East Lily Drive et ce William Parrish fantôme. Et puis il revient chez lui et prétend que tout est fermé. Et comme par miracle, la porte s'ouvre au moment où les Mulbridge sont témoins de son retour. On finit par arrêter Ernest Thompson. Ce veuf, qui devrait être un peu éploré, se fait remarquer par la froideur de son attitude. Il déclare simplement « Je n'ai rien à voir avec le meurtre de mon épouse. » Un point, c'est tout. Et on n'a pas retrouvé l'arme du crime. L'inspecteur Woodhouse, amateur de jeux d'échecs, finit par imposer une version intéressante du meurtre. Selon moi, Ernest Thompson assassine son épouse entre 18h30 et 19h, l'heure de son départ. Le fait qu'il n'a aucune trace de sang sur lui s'explique par la gabardine. Avant de commettre son crime, Ernest se déshabille entièrement au premier étage de la villa et enfile sa gabardine. Puis il descend et fracasse le crâne de son épouse. Comme il est pieds nus, il abandonne la gabardine près du cadavre, se rue dans la salle de bain, prend une douche, puis il se rhabille, se rechausse et sort. Il est 19h. Dans tous les bars de la région, les commentaires vont bon train. Et pourquoi il aurait tué sa bourgeoise, cet homme-là? Tout le monde dit que c'était un petit couple sans histoire, jamais un mot plus haut que l'autre. Tu en connais, toi, des couples sans histoire et des ménages parfaits? Tu n'as jamais eu envie d'étrangler ta bonne femme, ou de temps en temps, hein? Bah, l'envie, oui, souvent, mais de là à le faire, enfin, c'est autre chose. Les jurés du procès, en définitive, tombent tous d'accord pour estimer que le gentil M. Thompson a certainement pulvérisé le crâne de sa gentille épouse, et même qu'il a bien prémédité son coup. Il est bon pour la pendaison. Heureusement qu'il possède un bon avocat. Celui-ci fait appel, et ses arguments ne manquent pas. Mrs. Bannister affirme qu'elle aurait reconnu sa voix au téléphone. L'appel téléphonique provient d'une cabine proche du domicile de Thompson. Et la belle affaire. Qu'est-ce qui prouve que l'assassin n'est pas venu justement dans le quartier des Thompson pour repérer les lieux? Il tenait peut-être à éliminer Virginia Thompson sans que son mari soit inquiété. Il surveillait sans doute les allées et venues de Thompson pour appeler le club ornithologique et laisser le message à un témoin. Monsieur Thompson s'est fait voir par de nombreuses personnes dans le quartier de Lily Drive. C'est tout à fait normal. Dans son métier de démarcheur d'assurance, il doit montrer une certaine constance quand il recherche un client éventuel.
Et l'avocat poursuit. 1 demi-heure pour se déshabiller, assassiner son épouse, se doucher, se sécher, se rhabiller. Ça ne vous semble pas un peu court? Et l'arme du crime? Il en faut du temps pour faire disparaître l'arme du crime. Surtout s'il s'agit d'un objet contondant, donc forcément encombrant et lourd. Et le mobile? Où est-il, le mobile? Les Mulbridge, les gens du club, les collègues de Thompson et même sa belle-sœur Mathilda et son mari Joseph sont tous d'accord. Les Thompson étaient un couple modèle. La cour d'appel se livre alors à une analyse originale du premier jugement. Si les jurés ont tous été d'accord pour reconnaître la culpabilité de Thompson, c'est parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont mariés. Aucun d'entre eux n'a eu le courage de rentrer chez lui et d'expliquer à une épouse plus ou moins acariâtre qu'il venait d'acquitter un monsieur accusé d'avoir fracassé le crâne de son irréprochable épouse. Après avoir senti le nœud de chanvre bien près de lui serrer le col, Ernest Thompson se retrouve miraculeusement en liberté, acquitté pour manque de preuves. Que peut-on faire d'un acquitté? Le réintégrer dans sa compagnie d'assurance. Mon cher Thompson, étant donné les circonstances, vous comprendrez que vous ne pouvez plus faire de démarchage. Malgré votre acquittement, les clients éventuels auraient sans doute une réticence à vous confier leur destin, d'autant plus que, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à identifier le meurtrier de votre malheureuse épouse. Dorénavant, si vous le voulez bien, vous travaillerez à la comptabilité. Ernest, toujours égal à lui-même, ne manifeste aucune émotion devant cette promotion bizarre. Il continue à fréquenter le club ornithologique où presque tout le monde, les hommes surtout, se croient obligés de le féliciter pour sa libération. Les années passent, l'âge de la retraite arrive, Thompson, qui a quitté la villa du meurtre depuis longtemps, finit ses jours seul, 2 ans après, emportant peut-être dans la tombe le secret du crime parfait. Et le mobile dans tout ça? Dans combien de ménages modèles ne trouve-t-on pas au bout de 19 ans des griefs muets, des haines exaspérées pour des motifs que tout le monde ignore? Peut-être Virginia Thompson avait-elle une manière particulièrement exaspérante de préparer le gigot de mouton sauce à la menthe. Il fait froid dehors. Il fait toujours très froid l'hiver en Poméranie, au nord de l'Allemagne de l'Est. Et nous sommes en décembre, le 21 décembre 1951, très précisément. La ferme Braun, située à Rockenberg, un village de Poméranie centrale, se consacre à la culture de la pomme de terre, ce qui n'a rien d'original étant donné que c'est la monoculture locale. Son originalité est d'être une des dernières exploitations individuelles, les autres ayant été regroupées en une exploitation collective. Volker Braun, 51 ans, ne paraît pas son âge, ou plutôt, il le porte bien. Cheveux bruns avec quelques filets blancs, taille élancée, corpulence sèche. Il a incontestablement de la classe, et ses yeux bleus un peu rêveurs lui donnent un charme inattendu chez quelqu'un de la campagne. Dans la même pièce, la salle commune de la ferme, une femme est occupée à des travaux de couture. Josepha Braun est beaucoup plus jeune que son mari. Elle n'a que 28 ans. Elle est blonde, particulièrement jolie. Tout en elle est rayonnant, le sourire, le regard, l'allure en général. Aux côtés de Josepha, 2 bambins se disputent en babillant. Ce sont Auguste et Werner, les jumeaux. Dans un berceau, un bébé de 8 mois est endormi. C'est Martin, le petit dernier. Alors qu'il fait si froid dehors, cette paix et cette chaleur évoquent on ne peut mieux la douceur d'un foyer. Et pourtant, Volker Braun ne peut s'empêcher de repenser aux douloureux événements de son existence. Josepha n'est pas sa première femme. Celle-ci s'appelait Frida. Elle était brune autant que Josepha est blonde. Elle était de Rockenberg comme lui. C'était la fille de la ferme voisine. Gamins, ils ont été à l'école ensemble, ils ont joué dans les champs. Lorsqu'ils se sont mariés, ils n'avaient que 18 ans. Ils ont eu 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Et puis en 1945, un officier allemand est venu à la ferme. Volker, qui avait 40 ans au début du conflit, avait eu la chance d'être juste trop vieux pour être mobilisé. Mais avec l'avance des troupes russes, les nazis enrôlaient pêle-mêle les tout jeunes et les hommes mûrs. Et c'est ainsi qu'un jour de mars 1945, il s'est retrouvé à creuser des tranchées anti-chars quelque part dans la plaine. Les Russes sont arrivés presque tout de suite. Il a été interné en Sibérie, faisait encore plus froid qu'en Poméranie. Il y est resté 2 ans. Quand il a été libéré en 1947, Rockenberg était passé en Allemagne de l'Est. Les gens de Rockenberg étaient prévenus de son arrivée,
et l'attendait à la descente du train. Tu dois être courageux, Volker. La semaine après ton départ, Frida et tes enfants sont partis devant les Russes. Frida a pris la direction de la mer. Elle est montée sur un bateau en partance pour Hambourg. Mais il a coulé. Et ils sont, oui, tous morts. Tous les 6. Ta femme et tes 5 enfants. Volker n'a pas voulu y croire. Il a fait toutes les démarches possibles auprès des autorités. Mais la réponse définitive lui est parvenue 6 mois après, sous forme d'un certificat officiel de décès. Alors il a décidé de vivre, même si désormais rien ne pouvait être comme avant. 1 an plus tard, il épousait Josepha, et 1 an plus tard encore, naissaient les jumeaux. Volker Braun sursaute. On vient de frapper à la porte. Josepha va ouvrir, c'est le facteur. À cette heure-là, c'est la première fois. Un télégramme pour vous, monsieur Braun. Volker Braun quitte son fauteuil, va prendre le télégramme. Il provient d'Allemagne de l'Ouest. Il l'ouvre et lit. Volker, je suis en vie, ainsi que nos 5 enfants. Je t'appellerai demain, à la poste de Rockenberg. Ta femme qui t'aime, Frida. Janvier 1951, 5 heures de l'après-midi, Volker Braun est avec sa femme Josepha, dans le bureau de poste de Rockenberg. Ils attendent l'appel de Frida Braun. Il y a une sonnerie. Derrière son guichet, la postière décroche, prononce quelques mots brefs, hochant la tête. « Monsieur Braun, cabine 1 » Volker entre dans la cabine. Josepha reste à l'extérieur, mais elle le regarde, et il la voit à travers la vitre. C'est son visage qu'il a sous les yeux, tandis qu'il entend la voix de celle qu'il croyait morte depuis 6 ans. « Volker, c'est toi ?»« Oui, Frida. » Passé les effusions et les larmes, Frida Braun explique ce qui s'est passé. Elle devait s'embarquer sur le bateau qui a coulé, mais au dernier moment, elle a préféré continuer vers l'ouest à pied avec les enfants. Quant à Volker Braun, les autorités d'Allemagne de l'Ouest lui ont dit qu'il était mort, parce qu'elles ont fait confusion avec un autre Braun. Elles viennent de se rendre compte de leur erreur et de la prévenir. Volker n'ose pas encore parler, il l'écoute. Il écoute cette voix éclatante de bonheur, aussi gaie, aussi fraîche que lorsqu'ils étaient jeunes mariés. Avec l'accent du bonheur, Frida Braun raconte encore. Elle habite Hambourg, elle est employée chez un fleuriste, elle gagne bien sa vie. Leurs 3 aînés se sont mariés. 2 enfants sont déjà nés. Il est 2 fois grand-père. Elle s'arrête brusquement. Volker, tu ne dis rien. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu es malade? Non, non, je vais très bien. Tu es marié? Volker Braun regarde à travers la vitre de la cabine le visage, d'habitude rayonnant de Josepha, déformé par l'angoisse. Il n'a pas le droit d'attendre. Oui, Frida. Tu as des enfants? 3. Je te félicite. Elle est jolie. Je te croyais morte, Frida. C'est pour cela. Mais moi aussi, je te croyais mort. Mais je ne me suis pas remarié. Tu l'aimes? Frida. Il y a une sonnerie discontinue. Frida Braun a raccroché. 21 janvier 1951, 15 jours ont passé, 15 jours de supplice pour Volker Braun, placé dans une situation comme peu d'êtres en ont connu. Josepha lui a dit, après sa sortie de la cabine, « Tu es libre ?» Et elle n'a rien ajouté d'autre. Mais ce silence digne et douloureux est plus difficile à supporter que tout. Frida, de son côté, ne s'est plus manifestée par téléphone, mais elle a envoyé une lettre, ou plutôt une enveloppe contenant une photo. Elle est entourée de ses 3 filles, de ses 2 fils, de ses 2 petits-enfants.
Volcker était bouleversé. Ils ont tellement changé, tous. Tous sauf Frida, qui est toujours la même. Alors que faire? Et d'abord, qu'est-il possible de faire précisément sur le plan légal? Cela, du moins, Volcker Braun va l'apprendre ce 21 janvier 1952. C'est pour cette raison qu'il a été convoqué à Rostock, dans le bureau du commissaire régional de Poméranie. Ce haut fonctionnaire est un personnage froid, imposant. Il fait pourtant un visible effort d'amabilité. « Je suis désolé pour vous, monsieur Braun. Votre cas est très désagréable et exceptionnel. » Le commissaire régional prend un air contraint. Il est même tellement exceptionnel que nous en avons discuté avec les autorités de l'autre Allemagne, par l'intermédiaire du consul de Suisse. Volcker Braun écoute. Il sait que son sort, de même que celui de ses 2 femmes et de ses 8 enfants, se joue en ce moment. Tout d'abord, je vous rassure, monsieur Braun, il n'est pas question de vous accuser de bigamie. Vous ne portez aucune responsabilité dans cette situation dont vous êtes la principale victime. Maintenant, voici comment la situation se présente sur le plan juridique. C'est assez compliqué. Volcker se crispe. C'est l'instant crucial. D'après l'article 39 du Code civil de la République fédérale allemande, pour briser le nouveau mariage, il suffit de la demande de l'un des 2 anciens conjoints déclarés morts par erreur. D'après l'article 5 de notre Code, il faut l'accord des 2. Autrement dit, pour l'Allemagne de l'Ouest, il suffit de la demande de Frida Braun pour annuler votre nouveau mariage. Pour nous, il faut sa demande, plus la vôtre. Le commissaire régional regarde Volcker dans les yeux. C'est notre législation qui a été retenue. Et Frida Braun a fait la demande d'annulation. Elle est prête à venir vivre avec vous à Rockenberg. Si vous faites également la demande d'annulation, votre second mariage sera annulé. Si vous ne la faites pas, c'est le premier mariage qui sera annulé. Vous avez bien compris? Oui. Cela veut dire que tout dépend de moi. Oui, monsieur Braun. J'ajoute que le délai a été fixé à 3 mois. Dans un éclair, Volcker Braun a une vision. Ces 2 femmes, l'ancienne et la nouvelle, lui souriant et l'appelant depuis les 2 plateaux d'une balance, avec autour de chacune d'elles ses 5 enfants d'un côté, ses 3 enfants de l'autre. Et c'est à lui de décider. En cet instant, il préférerait presque avoir trouvé la mort en Russie. Car qui a déjà eu un choix aussi terrible à faire? 24 janvier 1952, il y a du monde ce jour-là dans la petite poste de Rockenberg, village de Poméranie, la province située au nord de l'Allemagne de l'Est. Beaucoup d'habitants de Rockenberg se sont déplacés, ce sont des amis de Volcker Braun. Ils sont graves, silencieux, ils sont là pour le soutenir moralement par leur présence, car ils savent que ce qu'il va avoir à faire est terrible. Volcker Braun se tient près du guichet en compagnie de sa femme Josepha. Tous 2 ont le visage fermé et ne laissent transparaître aucun sentiment. Pourtant, cet instant est le plus important de leur vie. Volcker Braun a demandé au téléphone Frida Braun, son autre femme, à Hambourg. Dans quelques minutes, il va lui communiquer la décision qu'il a prise, une décision qui met en cause 11 êtres, lui-même, ses 2 femmes, ses 8 enfants. La postière a légèrement pâli. « Je vous passe Hambourg, monsieur Braun. » Volcker, sans un mot, entre dans la cabine et ferme la porte derrière lui. Il voit le visage de Josepha qui est en train de le fixer intensément. Il tourne la tête vers le mur et prend le combiné. « C'est toi, Frida ?»« Oui. » J'ai pris ma décision. J'ai réfléchi tant que je pouvais. Il y a un silence. La voix de Frida est étrangement calme. J'ai compris. C'est elle. Non, Frida, ce n'est pas elle. Ce sont les enfants. Je ne peux pas les abandonner. Ici aussi, tu as des enfants. Tu en as même plus. Et tu as 2 petits-enfants. Justement, ils sont grands. Ils ont fondé un foyer.
Ils pourront plus facilement se passer de moi, tandis qu'ici ils sont trop petits pour que je les laisse. Et moi? Je pourrais facilement me passer de toi. Écoute, Frida. Tu sais, je ne sais pas quand j'aurai les autorisations nécessaires pour venir te voir. Je ne sais même pas si je les aurai. Peut-être que nous ne nous reverrons jamais. Tu m'entends, Volcker? Oui, Volcker l'entend. Mais il est incapable de prononcer un mot. Il sort de la cabine en laissant le combiné pendant au bout du fil. Josépha se précipite vers lui en faisant un geste à la postière. Celle-ci a compris. Elle reprend la communication. L'appel est terminé. Non, je regrette, madame. Terminé. Une jolie fille a disparu. On ne lui connaît pas de problème, pas de liaison louche. En tout cas, elle n'est plus là, ni chez elle, ni à son travail, comme fleuriste de la maison Robichon, un des plus grands fleuristes de Paris. Un beau jour, la police reçoit une lettre. « Manon, où étais-tu passé? Ça fait 1 heure que tu devrais être rentrée. Et alors? Je fais ce que je veux quand même. Tu ne crois quand même pas qu'en sortant de chez Robichon, je vais me précipiter ici pour te préparer ta pâtée? Si tu as tellement faim, tu peux te faire cuire des nouilles, hein? Non mais des fois. N'empêche que je veux savoir ce que tu fabriques pour arriver presque tous les soirs avec 1 heure de retard. De retard de quoi? De retard sur quoi? Sur les horaires que tu te fous dans la tête? Si tu veux savoir, quand je suis resté pendant plus de 8 heures debout derrière un comptoir à manipuler des fleurs qui trempent dans l'eau glacée, j'ai envie de flâner un peu, de lécher les vitrines, de prendre un apéritif avec Suzanne ou Estelle. Suzanne et Estelle, elles ont bon dos. Ça sera pas plutôt avec Edmond et ses accroche-cœurs gominés? Un de ces jours, si je vous attrape ensemble, je vais les démolir l'aventure. Dispute d'amoureux, dispute de jaloux. Manon Piquemal, la jolie fleuriste, à l'accent chantant, vit depuis quelques années avec Benoît Ricor, un zingueur, tout en muscles, dont les sourcils rapprochés disent assez qu'il est du genre soupçonneux. Les voisines, dans les discussions de palier, prédisent l'avenir. Ces deux-là, ça finira mal. Moi qui vous parle, j'ai eu un ami. Vers la fin du mois de juillet, Benoît Ricor se présente au commissariat de police. Voilà, je vivais depuis des mois avec ma fiancée. On pensait se marier dès qu'on aurait mis un peu d'argent de côté, et puis elle a disparu. Elle est partie un matin, et le soir, je l'ai attendue pour rien. Comme on s'était un peu disputé la veille, j'ai pensé qu'elle m'en voulait, qu'elle était partie chez sa mère, histoire de me donner une leçon. Alors j'ai passé un coup de fil à la vieille, mais elle savait rien. Elle était même très inquiète. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, cher monsieur, strictement rien. Vous n'êtes pas son mari. Mademoiselle Manon Piquemal est majeure et vaccinée. Elle est partie sans vous laisser son adresse. Cela arrive 36 fois par jour. Si nous devions nous lancer sur la piste de toutes les gamines qui quittent leur bonhomme, il faudrait tripler les effectifs de la police. Au revoir, monsieur. Benoît Ricor essaye de protester, mais elle est partie de son boulot sans même prévenir ses patrons. Ce n'est pas son style. Elle est du genre sérieux et elle adore son travail. Ricor fronce les sourcils tellement il cherche quelque chose de percutant à lancer pour motiver le commissaire Rougon et la police dans son entier, mais il ne trouve rien. Ah, il ne va certainement pas rester là. Le commissaire Rougon ajoute pour le consoler. Si par hasard un élément nouveau survenait, n'hésitez pas à nous prévenir. Mais dites-vous bien que tant qu'on n'aura pas retrouvé son corps, il ne faut pas désespérer. Elle va peut-être réapparaître un beau matin, toute pimpante, avec une bonne explication. Les femmes sont comme ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. 2 semaines plus tard, le commissaire Rougon reçoit par courrier une lettre anonyme adressée à lui personnellement. À l'intérieur, selon le style classique, un texte composé de lettres découpées dans la presse, collées sur une banale feuille de papier. L'enveloppe a été postée à la gare Saint-Lazare la veille. Le texte dit « Manon Piquemal a été assassinée. Vous devriez chercher du côté de... » Suivent 2 lettres séparées comme des initiales. E-Q. Renaud, ouvrez-moi un dossier disparition Manon Piquemal. On ne sait jamais.
Les jours passent, et les lettres anonymes se succèdent, toujours au sujet de la disparition de Manon Piquemal. Un mercredi, le texte est légèrement différent. Manon Piquemal a été vue au mois de juillet en train de se promener dans les bois de Verrières au bras d'un petit crevard. Mais, pour l'instant, toujours rien de nouveau. À tout hasard, le commissaire Hougon envoie quelqu'un pour poser quelques questions à Madame Piquemal, la mère de Manon. Eh bien, c'est vrai que je suis inquiète. Enfin, je comprends pas cette façon de quitter son employeur sans prévenir, c'est pas son genre. Elle n'était pas très contente de sa patronne, mais elle a toujours adoré son métier. Elle est tellement artiste. Ah non, je suis inquiète. À quelque temps de là, 2 gendarmes, qui effectuent une ronde de routine dans les bois de Verrières, découvrent quelques vêtements féminins à moitié pourris, et surtout, ce qui est très inquiétant, tachés de sang. Sur la robe, une marque de teinturier avec un nom écrit à l'encre, Piquemal. Et dans la poche, une étiquette Vincent et Rose Robichon, fleuristes d'art. Du coup, le commissaire Hougon décide de s'intéresser de plus près à Benoît Ricord. Les voisins affirment que vos disputes avec votre concubine étaient fréquentes, que vous lui faisiez des scènes qui ébranlaient les cloisons. On dit que vous avez la tête près du bonnet, qu'il vous est arrivé de porter la main sur elle. Benoît Ricord se tait soudain. Tout ça, c'est des ragots. J'aimais Manon et je voulais l'épouser. Pourquoi je l'aurais tuée? Une baffe de temps en temps, rien de plus. Ces vêtements tachés de sang qu'on a trouvés dans le bois de Verrières, vous les reconnaissez? Ce sont bien les siens. Et comment? Même que c'est moi qui ai payé cette robe, il y a 2 ans, pour son anniversaire. La mère de Manon, mise en présence des vêtements, les identifie, elle aussi, avant de fondre en larmes. Le commissaire finit par se dire, en cherchant bien, on finira peut-être par retrouver Manon Piquemal. À votre avis, qui a fait le coup? Benoît Ricord me semble assez bien dans le rôle du coupable. Et ses initiales EQ sur les lettres anonymes. Ça pourrait correspondre à celle d'Edmond Quillan, un collègue de travail de Manon, mais il proteste de son innocence. Il affirme qu'il n'y a jamais rien eu entre Manon et lui. D'ailleurs, il lui a emprunté ses vêtements pour le carnaval, tu vois le genre. C'est pas Edmond Quillan qui aurait tué Manon. Il aurait eu peur de se casser un ongle. Les policiers partent d'un rire un peu gras, pas besoin de leur faire un dessin. Résumons-nous. Manon Piquemal a quitté son travail le 24 juillet. Elle avait eu des mots avec sa patronne. Le lendemain, celle-ci, Madame Robichon, s'est inquiétée et elle lui a envoyé un pneumatique. Il n'y a pas eu de réponse. On peut estimer que c'est dans la soirée ou dans la nuit du 24 ou dans la nuit du 24 au 25 que Manon Piquemal a cessé d'exister. Ricord, qu'avez-vous fait ce soir-là? J'ai passé la soirée à jouer aux cartes avec des copains au Café des Cadrans Bleus. Vous comprenez, quand j'ai vu que Manon ne rentrait pas dîner, j'en pouvais plus d'attendre. J'ai eu besoin de me changer les idées, de voir du monde. Vérification faite, ce n'est pas dans la soirée du 24 que les habitués du Cadran Bleu ont gardé le souvenir d'une partie de belote en compagnie de Benoît Ricord. Le 24, il n'y a pas eu de belote. Le café était réservé par les Michereux, le boucher et sa dame, qui mariaient leur fille. Ricord ne peut pas non plus expliquer, suite à la perquisition effectuée au domicile des 2 amants, la disparition d'un couteau à découper qui, de toute évidence, manque dans la ménagère des grands jours. Le commissaire Hougon pousse Ricord dans ses retranchements. Le 25, vous avez demandé votre journée à votre patron. Pour quelle raison? J'étais pas dans mon assiette. C'était la première fois que Manon découchait depuis que nous sommes mis ensemble. J'avais envie de me suicider. J'étais désespéré. Ne serait-ce pas plutôt que vous aviez besoin de votre journée pour dissimuler son corps après que vous l'ayez assassiné? Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, vous devriez chercher du côté des greluchons qu'elle aimait fréquenter. Et comment expliquez-vous les vêtements tachés de sang? Mais enfin, si j'avais assassiné Manon et si j'avais dissimulé son corps, vous pensez bien que je n'aurais pas laissé traîner ses vêtements dans les bois? Enfin, soyez un peu logique, monsieur le commissaire. À moins que vous n'ayez trouvé ce moyen pour essayer de diriger les soupçons sur quelqu'un d'autre. Benoît Ricord est désormais en mauvaise posture. D'autant plus qu'en fouillant à nouveau le domicile des 2 amants, la police découvre dans une fente du plancher un petit bout de papier et même 2 lettres découpées dans un journal des lettres, comme celles qu'on utilise pour confectionner des lettres anonymes. Pas de doute. Ricord est l'auteur de celles qui furent expédiées à la police. Et il l'admet. Je suis certain que Manon a filé avec un greluchon et qu'il l'a assassiné. Elle avait quelques économies et je n'ai rien retrouvé dans l'endroit où elle planquait sa cagnotte.
Parole malheureuse. Ricord, accusé d'être assassin par jalousie, devient aussi un possible assassin par intérêt. De fil en aiguille, les assises s'approchent à grands pas, d'autant plus que Madame Piquemal, la maman de Manon, poussée par la police, a accepté de porter plainte contre X pour enlèvement, séquestration et assassinat. Comme Ricord n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un as du barreau, c'est un jeune avocat commis d'office qui se voit chargé de sauver la tête du zingueur jaloux. Mais Ricord, après l'exubérance et la virulence des premiers jours, semble frappé d'apathie. L'avocat soupire. Ricord, il faut que vous m'aidiez si vous voulez que nous arrivions à un résultat probant. Il faut que vous fassiez un effort pour vous remémorer toutes les circonstances qui ont précédé la dernière fois où vous avez vu Manon. Sinon, je nage dans le brouillard et les choses vont mal tourner. Écoutez, maître, vous êtes gentil, mais j'en ai marre. Si je suis là, c'est entièrement ma faute et je l'ai bien mérité. D'abord, j'aurais pas dû m'amouracher de Manon. Mais ça se commande pas, hein. Cette fille, elle me faisait bouillir, comme on dit. La prochaine fois, mais non. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tout m'est égal. Allez, débrouillez-vous, que vous croyez que je suis coupable ou que vous ne le croyez pas, ça m'est égal. Ce que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille. Et adieu va. La session des assises doit s'ouvrir et la presse nationale se fait largement l'écho de cette affaire mystérieuse. Où est le corps de Manon Piquemal? Benoît Ricord l'a-t-il découpé en morceaux? Angoissantes questions qui font frémir le public. Ricord pourrait peut-être apporter des réponses, mais il s'y refuse. La veille de l'ouverture du procès, une visiteuse se présente à la préfecture de police et demande à parler au commissaire Hougon. « Commissaire, il y a une jeune femme qui prétend être Manon Piquemal. » Sans blague. Voyons un peu la tête qu'elle a. La jeune femme qui pénètre dans le bureau du commissaire est tout à fait charmante. Le commissaire Hougon la reconnaît immédiatement d'après les photographies que Ricord et Madame Piquemal lui ont confiées. « Vous êtes Manon Piquemal ?»« Mais tout à fait. D'ailleurs, tenez, voici ma carte d'identité. » « Eh bien, je suis doublement heureux de vous voir en bonne santé, pour vous et surtout pour Ricord. Vous savez que les choses tournaient mal pour lui. Eh bien, c'est justement pour ça que je suis là. On peut dire d'ailleurs que c'est un miracle. J'étais parti à Naples. Et c'est par hasard, lors d'une visite au consulat de France, que je suis tombé sur un journal français qui datait de quelques jours et qui annonçait dans ses gros titres à la fois ma disparition dramatique et le fait que Benoît Ricord allait passer aux assises. Heureusement que mon fiancé, M. Raymond Langlois, est un homme de cœur. Il m'a dit immédiatement, « Cher ami, vous ne pouvez pas laisser Ricord risquer sa tête. Il faut que vous préveniez que vous êtes toujours en vie. » Nous avons pensé écrire, mais si l'aide se perdait, alors le mieux était de sauter dans un train rapide et me voilà chez vous. Il n'est pas trop tard, j'espère. Pas du tout. Mais alors, que s'est-il passé, s'il vous plaît? Eh bien, effectivement, j'ai quitté Benoît le 24 juillet, j'avais des projets, mais je n'ai pas jugé bon de lui en faire part. Il était terriblement jaloux, et j'avais trop peur de me retrouver avec un œil au beurre noir. Comme je devais le lendemain partir avec mon nouvel ami Raymond qui m'emmenait avec lui en Italie, je préférais nettement garder un visage agréable. Pour un voyage de noces, c'est quand même mieux. Mais pourquoi n'avoir prévenu personne? Ma mère ne m'a jamais comprise. Je tiens tout de mon père, je me décide sur des coups de tête, des intuitions. Elle m'aurait sermonné. Elle était même capable d'avertir Benoît pour qu'il me surveille. Ça n'aurait pas fait mon affaire. Et vos employeurs? La maison Robichon? Je m'étais disputé dans la journée avec Madame Robichon, et du coup je me suis dit qu'elle allait m'obliger à faire mes 8 jours de préavis. Comme Raymond devait partir 2 jours plus tard, j'ai préféré disparaître. Mais les vêtements tachés de sang... ça, il faut demander à Benoît. Je ne comprends rien à cette histoire. Quand Benoît Ricord, au fond de sa cellule, apprend la réapparition de Manon, il s'exclame simplement « La vache !» Elle mériterait que je lui poche un œil pour lui apprendre. Mais au fond, il est heureux. Il explique quelques heures plus tard que, désespéré par la disparition soudaine de Manon, il a tout fait pour dramatiser la situation. C'est lui qui a taché la robe avec du sang de poulet. Et à l'époque, oui, c'est ancien, on ne pratiquait pas les analyses sanguines modernes. Puis, il a expédié les lettres anonymes. Vous comprenez, monsieur le commissaire, je me suis dit que si vous étiez persuadé que Manon avait été assassinée, ça allait vous motiver pour essayer de la retrouver, et que vous finiriez bien par me dire où elle était partie. Mon pauvre ami, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de retrouver la victime, mais de découvrir un coupable. Et vous avez bien failli payer très cher votre petite manigance. Depuis, Manon Piquemal est devenue Madame Raymond Langlois. Ricord est toujours célibataire. 18 mai 1970,
à Glashütten, en Allemagne. Il n'est pas loin de minuit. Soudain, des cris perçants s'élèvent de la cuisine de l'hôtel de la Couronne. Les derniers clients attardés au bar autour de Lorenz Pick, le patron, se précipitent. La cuisine est plongée dans l'obscurité, la fenêtre est grande ouverte. Lorenz Pick tourne le commutateur. C'est un spectacle d'horreur. Carola Spick, sa femme, est allongée sur le carrelage, baignant dans son sang. Elle a été frappée sauvagement sur tout le corps, au visage, à la poitrine, aux jambes, vraisemblablement à coups de couteau. Monsieur Spick se précipite sur sa femme. Tout le monde parle en même temps. L'un des clients court appeler un médecin et la police. Mais Carola Spick a un geste de la main. Elle veut dire quelque chose. Lorenz Spick se penche sur elle. Elle parle d'une voix faible, mais distinctement. Ils sont plusieurs, outre son mari, à entendre « C'est Otto Grosser qui m'a frappé. J'en suis sûr. » Quelques minutes plus tard, une ambulance emmène Madame Spick, 48 ans, aubergiste depuis 25 ans à Glashütten. Elle mourra avant son arrivée à l'hôpital. Quant à celui qu'elle a désigné dans ses dernières paroles, Otto Grosser, 24 ans, il est arrêté sans tarder chez lui, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel où il travaillait comme plongeur. Glashütten, charmant village de la Forêt-Noire, non loin de Fribourg, 1600 habitants, 2 églises, 8 hôtels, 6 restaurants, a maintenant son assassin. Enfin, peut-être. Tout remonte à sa naissance. Otto Grosser est né en 1946 d'un soldat américain d'occupation et de Frida Grosser. Et qu'est-ce qu'il y pouvait, lui, si sa mère aimait les Américains? Pourtant, c'est bien à lui qu'on en a fait porter la responsabilité. Son père est parti en même temps que sa garnison, en 1948, sans reconnaître son fils. À Glashütten, les Américains n'étaient guère populaires, l'occupation n'a pas laissé de bons souvenirs. Tout le village a fait corps contre eux. Tous, sauf Frida Grosser, une traîtresse, une prostituée, qui s'est même fait faire un enfant. Ah, on allait lui faire un bon accueil à l'enfant. Et d'abord, on lui a tout de suite trouvé un surnom, l'Américain. Cela fait 24 ans qu'Otto Grosser, qui n'est jamais sorti d'Allemagne, et ne connaît pas un mot d'anglais, est appelé par tout le monde l'Américain. C'est en classe que la persécution a commencé et elle n'a cessé de s'amplifier par la suite. Il est devenu l'éternelle victime, le souffre-douleur de toute la communauté, et il en a pris le physique. Un corps malingre, le regard éteint, le front bas. Le commissaire Mann partage entièrement les préjugés de ses concitoyens. Dès que le jeune homme est devant lui, il attaque l'interrogatoire en force. Mais ce coup-ci, c'est trop grave. Pour la première fois, l'Américain se défend. « Pourquoi as-tu assassiné Carola Spick ?»« C'est pas moi. Elle l'a dit avant de mourir. Ce sont ses derniers mots. Je vous jure que ce n'est pas moi. Ne jure pas pour rien. Qu'est-ce que tu faisais cette nuit ? Je dormais. Comme c'est curieux. Je ne vois pas ce que ça a de curieux. Vous ne dormiez pas, vous ? Le commissaire Mann, furieux de se voir tenir tête à cet avorton dont il n'attendait aucune résistance, s'emporte. Tu as tort de faire le mal à l'Américain, hein ? On va fouiller ta chambre. On va examiner tous tes vêtements au microscope. Et on trouvera bien une preuve. La preuve, c'est Lorenz Pick qui la porte. Un bouton de veste d'homme qu'il a retrouvé sous un fourneau dans la cuisine de l'hôtel. Le commissaire Mann le remercie. Cette fois, Otto Grosser est bel et bien coincé. Le commissaire transmet cet indice au laboratoire et il attend le résultat de l'expertise en même temps que l'analyse des costumes du suspect. Le résultat arrive 2 jours plus tard. Il est totalement négatif. Pas la moindre tache de sang sur les vêtements du jeune homme et le bouton retrouvé ne s'adapte à aucun d'entre eux. Le commissaire est furieux. Monsieur Spick, le mari de la victime, est plus furieux encore lorsqu'il l'apprend. Comment ? Ce bouton n'appartenait pas à Grosser ? Bah si j'avais su, je l'aurais pas apporté. Je l'aurais jeté à la poubelle. Il a l'air brusquement ennuyé. Une pensée vient de traverser son esprit. Dites, commissaire, vous n'allez pas rechercher quelqu'un d'autre ? C'est bien Grosser qui a fait le coup. Vous ne pouvez pas mettre en doute les dernières paroles de ma femme. Le commissaire Mann le rassure, ne vous inquiétez pas, je suis certain que nous tenons le coupable. D'ailleurs, le juge est tout à fait d'accord pour le garder en prison, seulement, avec ses airs imbéciles, c'est un rusé. Mais nous l'aurons bientôt. Malheureusement pour le commissaire et pour Otto Grosser, qui reste en détention préventive, l'enquête s'éternise. Elle dure exactement 2 ans. Malgré la certitude des gens de Glashütten et celle du commissaire lui-même, aucune preuve digne de ce nom n'est apportée à la charge du suspect.
L'absence de mobile, en particulier, est déroutante. Dès qu'on aborde ce sujet, Otto Grosser réagit avec vivacité. Moi, faire du mal à Madame Spick? Jamais, vous m'entendez? C'était une femme bonne, la seule personne qui m'ait donné du travail. Je vous interdis de dire cela. Mars 72, au bout de 2 ans, Otto Grosser va passer en jugement devant le tribunal de Fribourg pour meurtre de Carola Spick. Les habitants de Glashütten sont enfin satisfaits. Pas le commissaire Mann. Il sait que les charges sont très faibles. Il n'a pas réussi dans sa mission, du moins telle qu'il la concevait. Il lui faudra déployer beaucoup de persuasion auprès des juges et des jurés pour arriver à faire condamner l'Américain, car bien entendu, ce ne peut être que lui l'assassin. Quand Otto Grosser fait son entrée dans le box, les habitants de Glashütten ont une surprise. Il a beaucoup vieilli pendant ces 2 ans. Ce n'est plus le jeune homme insignifiant, aux allures de chien battu. Il a l'air plus réfléchi, plus sombre aussi. Après avoir répondu à l'interrogatoire d'identité du président, il fait une déclaration étonnante. Comme la loi m'y autorise, j'ai décidé de ne plus prendre la parole au cours de ce procès. Je charge mes avocats de répondre à ma place. Et effectivement, Otto Grosser se tait pendant la suite des débats. Cette attitude a quelque chose d'impressionnant. D'accusé, il semble qu'il devienne subitement témoin, et même, pourquoi pas, juge. Il y en a beaucoup des témoins qui défilent au procès. 96, pas moins. Tous les habitants de Glashütten cités par l'accusation qui viennent dire la mauvaise opinion qu'ils ont de l'accusé. Mais que disent-ils de précis? Qu'expriment-ils, sinon leur propre prévention, leur propre méchanceté à l'égard d'un être dont ils n'ont pas admis la naissance? En fait, cette longue litanie de griefs villageois indispose, plus qu'elle ne convainc. Elle crée même un sentiment de malaise. Otto Grosser est muet à son banc. Seuls ses avocats répliquent, et quelquefois de manière cinglante. Lui, il se tait. Il écoute les témoins dire le mal qu'ils pensent de lui, et son silence est plus accablant que tous les discours. C'est ensuite au tour des médecins. Ils sont 2, et leur témoignage est capital, dans 2 domaines tout à fait différents. Voici le médecin des services de secours, qui était dans l'ambulance où la victime est décédée. La phrase de Mme Spick accusant Otto Grosser n'a pas été sa dernière phrase. Dans l'ambulance, elle a parlé de nouveau. C'était très confus. Mais j'en ai retenu des bribes. La cuisine n'était pas éclairée. Il est entré par la fenêtre. Il m'a donné des coups. Je ne l'ai pas vu. À aucun moment la victime n'a prononcé le nom d'Otto Grosser. Quand j'ai rapporté ces paroles au commissaire, je lui ai posé la question suivante. Pourquoi Grosser, qui était employé à l'hôtel et qui avait la clé, serait-il entré par la fenêtre? Le commissaire m'a répondu que cela ne concernait pas l'enquête. Dans la salle d'audience, il se produit ce qu'il est convenu d'appeler des mouvements divers. La déposition du second médecin est plus inattendue encore. C'est un psychiatre, et pas n'importe lequel. Le psychiatre de Carola Spick, la victime. Il est on ne peut plus clair. Oui, monsieur le président, Madame Spick était ma patiente. Elle souffrait d'un délire de persécution compliqué d'hallucination. Plusieurs fois, elle a prononcé dans mon cabinet des accusations évidemment fantaisistes contre certaines personnes. Dans le public, il y a un brouhaha persistant. Le président, visiblement troublé lui-même, en oublie pendant quelque temps de rétablir l'ordre. Il reprend enfin ses esprits et questionne le témoin. Dans ces accusations, Madame Spick a-t-elle nommé l'accusé? Non, monsieur le président. Mais d'après vous, les paroles par lesquelles elle le désignait après avoir été attaquée pourraient être des affabulations. C'est tout à fait possible. Quand le commissaire Mann arrive à son tour à la barre des témoins, il n'emmène pas large. Après ce qui vient de se passer, c'est lui qui fait figure d'accusé. Et les avocats d'Otto Grosser ne lui font pas de cadeau. Le mari de la victime vous a apporté un bouton de veste qu'il avait trouvé sur les lieux du crime. Qu'avez-vous fait alors? J'ai demandé au laboratoire s'il provenait d'un des vêtements de l'accusé. Et ensuite? La réponse des laboratoires était négative. Et ensuite? Le commissaire se trouble, prononce quelques paroles inintelligibles, et l'avocat poursuit impitoyable. Ensuite, commissaire Mann, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas suivi cet indice qui aurait pu vous mettre sur la trace d'un autre coupable qu'Otto Grosser. Parce que vous aussi, vous habitez Glashütten. Parce que vous pensiez, comme les autres, qu'il n'y avait qu'un coupable possible, lui.
celui que vous détestez tous. C'est au tour du procureur de prononcer son réquisitoire. Comme si rien ne s'était passé, il mène une attaque en règle contre Otto Grosser, qu'il dépeint sous les traits les plus noirs, un asocial, un dangereux marginal. Pas de mobile, mais si! En assassinant Mme Spick, il s'est vengé des sentiments que lui portait tout Glass Hutton. Et le procureur trouve un dernier argument dans sa conclusion. Rendez-vous compte de ce que coûteraient à l'État les dommages et intérêts pour 2 ans de prison préventive si l'accusé était acquitté. Eh bien, ce bel argument n'a pas touché les contribuables qui étaient les jurés. Ils ont décidé l'acquittement d'Otto Grosser. L'Américain était libre et innocent, libre d'aller ailleurs que dans le village où il avait tant souffert. Tous ceux qui étaient présents dans la salle d'audience ont d'ailleurs eu le sentiment que les épreuves l'avaient mûri, qu'elles avaient brisé la malédiction remontant à sa naissance, que maintenant il était capable de faire face et peut-être de réussir. L'État allemand a accordé à Otto Grosser 100 000 marks de dommages et intérêts pour ces 2 années de prison injustifiée, c'est-à-dire environ 50 millions d'anciens francs. Malgré l'avis du procureur, je crois que ce n'était pas excessif.